La politique d'Aristote, livre 6e, chapitre 9, sommaire. Suite de la théorie de la République proprement dite. Excellence politique de la classe moyenne. Diverses qualités sociales qu'elle seule présente. Elle est la véritable base de la République. Rareté excessive de cette forme de gouvernement. Quelle est la meilleure constitution ? Quelle est la meilleure organisation de la vie pour les États en général et pour la majorité des hommes, sans parler ni de cette vertu qui dépasse les forces ordinaires de l'humanité, ni d'une instruction qui exige les dispositions naturelles et les circonstances les plus heureuses, sans parler non plus d'une constitution idéale, mais en se bornant pour les individus à cette vie que la plupart peuvent mener, et pour les États, à ce genre de constitution qu'ils peuvent presque tous recevoir. Les aristocraties vulgaires dont nous voulons parler ici, ou sont en dehors des conditions de la plupart des États existants, ou se rapprochent de ce qu'on nomme la République. Nous examinerons donc ces aristocraties après la République comme si elles ne formaient qu'un seul et même genre. Les éléments de notre jugement sur toutes deux sont parfaitement identiques. Si nous avons eu raison de dire dans la morale que le bonheur consiste dans l'exercice facile et permanent de la vertu, et que la vertu n'est qu'un milieu entre deux extrêmes, il s'ensuit nécessairement que la vie la plus sage sera celle qui se maintient dans ce milieu, en se contentant toujours de cette position moyenne que chacun est capable d'atteindre. C'est évidemment d'après les mêmes principes qu'on pourra juger de l'excellence ou des vices de l'État ou de la Constitution, car la Constitution est la vie même de l'État. Or, tout État renferme trois classes distinctes, les citoyens très riches, les citoyens très pauvres et les citoyens aisés, dont la position tient le milieu entre ces deux extrêmes. Puis donc que l'on convient que la modération et le milieu en toutes choses sont ce qu'il y a de mieux, il s'ensuit évidemment qu'en fait de fortune, la moyenne propriété sera aussi la plus convenable de toutes. Elle sait en effet se plier plus aisément que tout autre aux ordres de la raison, qu'on écoute si difficilement quand on jouit de quelque avantage extraordinaire en beauté, en force, en essence, en richesse, ou quand on souffre de quelque infériorité excessive, de pauvreté, de faiblesse et d'obscurité. Dans le premier cas, l'orgueil que donne une position si brillante pousse les hommes aux grands attentats. Dans le second, la perversité se tourne aux délits particuliers et les crimes ne se commettent jamais que par orgueil ou perversité. Négligentes de leurs devoirs politiques dans le sein de la ville ou au Sénat, les deux classes extrêmes sont également dangereuses pour la cité. Il faut dire encore qu'avec cette excessive supériorité que donne l'influence de la richesse, un nombre parti ou tel autre avantage, l'homme ne veut ni ne sait obéir. Dès l'enfance, il contracte cette indiscipline dans la maison paternelle, et le luxe dont on l'a constamment entouré ne lui permet pas d'obéir, même à l'école. D'autre part, une extrême indigence ne dégrade pas moins. Ainsi la pauvreté empêche de savoir commander, et elle n'apprend à obéir qu'en esclave. L'extrême opulence empêche l'homme de se soumettre à une autorité quelconque et ne lui enseigne qu'à commander avec tout le despotisme d'un maître. On ne voit alors dans l'État que maître et esclave et pas un seul homme libre. Ici jalousie envieuse, là vanité méprisante. Si loin l'une et l'autre de cette fraternité sociale qui est la suite de la bienveillance. Et qui voudrait d'un ennemi à ses côtés même pour un instant de route. Ce qu'il faut surtout à la cité, ce sont des êtres égaux et semblables, qualité qui se trouve avant tout dans les situations moyennes. Et l'État est nécessairement mieux gouverné quand il se compose de ces éléments qui en forment selon nous la base naturelle. Ces positions moyennes sont aussi les plus sûres pour les individus. Ils ne convoitent point alors comme les pauvres la fortune d'autrui, et leur fortune n'est point convoitée par autrui, comme celle des riches l'est ordinairement par l'indigence. On vit ainsi loin de tout danger,
dans une sécurité profonde, sans former ni craindre de conspiration. Aussi le vœu de Phocylide était-il bien sage, une aisance modeste est l'objet de mes vœux. Il est évident que l'association politique est surtout la meilleure quand elle est formée par des citoyens de fortune moyenne. Les États bien administrés sont ceux où la classe moyenne est plus nombreuse et plus puissante que les deux autres réunies, ou du moins que chacune d'elles séparément. En se rangeant de l'un ou de l'autre côté, elle rétablit l'équilibre et empêche qu'aucune prépondérance excessive ne se forme. C'est donc un grand bonheur que les citoyens aient une fortune médiocre, mais suffisant à tous leurs besoins. Partout où la fortune extrême est à côté de l'extrême indigence, ces deux excès amènent ou la démagogie absolue, ou l'oligarchie pure, ou la tyrannie. La tyrannie sort du sein d'une démagogie effrénée ou d'une oligarchie extrême, bien plus souvent que du sein des classes moyennes et des classes voisines de celles-là. Plus tard, nous dirons pourquoi quand nous parlerons des révolutions. Un autre avantage non moins évident de la moyenne propriété, c'est qu'elle est la seule qui ne s'insurge jamais. Là où les fortunes aisées sont nombreuses, il y a bien moins de mouvements et de dissensions révolutionnaires. Les grandes cités ne doivent leur tranquillité qu'à la présence des fortunes moyennes qui y sont si nombreuses. Dans les petites, au contraire, la masse entière se divise très facilement en deux camps, sans aucun intermédiaire, parce que tous, on peut dire, y sont ou pauvres ou riches. C'est aussi la moyenne propriété qui rend les démocraties plus tranquilles et plus durables que les oligarchies, où elle est moins répandue et a moins de part au pouvoir politique, parce que le nombre des pauvres n'en à s'accroître sans que celui des fortunes moyennes s'accroisse proportionnellement, l'État se corrompt et arrive rapidement à sa ruine. Il faut ajouter encore, comme une sorte de preuve à l'appui de ces principes, que les bons législateurs sont sortis de la classe moyenne. Solon en faisait partie, ainsi que ses vers l'attestent. Lycurgue appartenait à cette classe, car il n'était pas roi. Carondas et tant d'autres y étaient nés comme eux. Ceci doit également nous faire comprendre pourquoi la plupart des gouvernements sont ou démagogiques ou oligarchiques. C'est que la moyenne propriété y étant le plus souvent fort rare, et tous ceux qui y dominent, que ce soit d'ailleurs les riches ou les pauvres, étant toujours également éloignés du moyen terme, ils ne s'emparent du pouvoir que pour eux seuls et constituent ou l'oligarchie ou la démocratie. En outre, les séditions et les luttes étant fréquentes entre pauvres et riches, jamais le pouvoir, quel que soit le parti qui triomphe de ses ennemis, ne repose sur l'égalité et sur les droits communs. Comme il n'est que le prix du combat, le vainqueur qui le saisit en fait nécessairement un des deux gouvernements extrêmes, démocratie ou oligarchie. C'est ainsi que les peuples mêmes qui tour à tour ont eu la haute direction des affaires de la Grèce n'ont regardé qu'à leur propre constitution pour faire prédominer dans les États soumis à leur puissance tantôt l'oligarchie, tantôt la démocratie, inquiets seulement de leurs intérêts particuliers et pas le moins du monde des intérêts de leurs tributaires. Aussi n'a-t-on jamais vu entre ces extrêmes de vraies républiques, ou du moins en a-t-on vu rarement et pour bien peu de temps. Il ne s'est rencontré qu'un seul homme, parmi tous ceux qui jadis arrivèrent au pouvoir, qui ait établi une constitution de ce genre. Et dès longtemps, les hommes politiques ont renoncé dans les États à chercher l'égalité. Ou bien l'on tâche de s'emparer du pouvoir, ou bien l'on se résigne à l'obéissance quand on n'est pas le plus fort. Ces considérations suffisent pour montrer quel est le meilleur gouvernement et ce qui en fait l'excellence. Quant aux autres constitutions, qui sont les diverses formes de démocratie et d'oligarchie admises par nous, il est facile de voir dans quel ordre on doit les classer. Celle-ci la première, celle-là la seconde, et ainsi de suite, selon qu'elles sont meilleures ou moins bonnes, comparativement au type parfait que nous avons esquissé. Nécessairement, elles seront d'autant meilleures qu'elles se rapprocheront davantage du moyen terme, d'autant moins bonnes qu'elles en seront plus éloignées. J'accepte toujours les cas spéciaux, et j'entends par là que telle constitution, bien que préférable en soi,
est cependant moins bonne que telle autre pour un peuple particulier.